On a toujours pensé que la mode, c'était une histoire d'hommes parce qu'il y en a beaucoup. Mais comme on sait, il y a eu Coco Chanel, il y en a beaucoup d'autres qui ont eu des maisons et qu'après, ce sont des hommes qui ont dirigé ces maisons. C'est plus compliqué pour nous de pouvoir rentrer sur ces lieux hors le FIMO. Elle m'a rappelé que ma peau était noire. Elle m'a rappelé que je n'avais pas ma place. Elle m'a rappelé que, en fait, je ne serais personne. Bonjour et bienvenue sur Divan Indigo, votre émission qui vous emmène dans l'intimité de celles et ceux qui font rayonner l'outre-mer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Aujourd'hui, notre invitée est une styliste dont les silhouettes audacieuses et raffinées illuminent les podiums de Paris, Dakar, Togo, mais aussi New York, la Jamaïque, Cuba et bien sûr la Guadeloupe et la Martinique. Bonjour Eliette le Superbe. Bonjour Cécile. Nous sommes installés ici chez vous, aux Abîmes, dans cet espace où vous présentez vos collections. La Fashion Week Printemps-été 2026 s'est tenue il y a quelques jours. Vous avez eu l'occasion de présenter votre nouvelle collection à Paris lors du grand rendez-vous couture de luxe africain, le FIMO 228, seule représentante de la Guadeloupe. Une collection conçue donc avec des matières nobles. On a pu voir de longues robes du soir, en soie, en dentelle. Quelle était votre inspiration pour cette collection? Alors, c'est vrai que j'ai été invitée au FIMO cette année, mais c'est ma deuxième année aussi. L'inspiration du départ, ce n'était pas celle que j'ai présentée, mais au fur et à mesure, j'ai décidé de faire des tableaux, puisque sur cette collection, on avait trois tableaux de couleur rouge, du noir et du blanc. Et je me suis inspirée aussi de la nature, puisqu'il y avait des fleurs. Des incrustations et donc du coup comme d'habitude les matières nobles j'aime beaucoup ça donc j'ai utilisé ce que j'aime le plus. Et quel était votre message? Alors le message en fait c'est vrai que cette année il s'est passé pas mal de choses et c'était aussi de dire que après l'orage qui est le noir qui est une belle couleur mais qui est aussi symbole de tristesse quelquefois. Il y a toujours du beau après. Il y a eu le rouge qui était cette victoire, cette couleur pétillante. Quand on porte, on sait vraiment pourquoi. Et le blanc qui était l'innocence. Donc c'était ces trois tableaux et c'était très parlant pour moi. Alors, plusieurs pièces de cette collection jouent avec la transparence. La tendance transparence s'est imposée il y a 2-3 ans sur les tapis rouges avec les actrices et chanteuses comme Rihanna. Mais la transparence, chez vous, c'est une marque de fabrique. On se rappelle cette robe du soir en dentelle noire, ornée de plumes, une robe iconique pour la maison Le Superbe. Comment cette idée créative s'est imposée à vous déjà il y a plus de 10 ans? Alors, il y a plus de 10 ans, ça s'est imposé à moi parce que j'ai fait mes études à Paris et en haute couture avec des créateurs qui utilisaient aussi ces matières. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ça s'est automatiquement est venu dans mes collections parce que c'est ma pratique, c'est ce que j'ai appris, mais c'est aussi... Mais il fallait oser la transparence. Fallait oser, mais on dit que les contraires s'attirent. Je suis assez posée, mais mon univers montre le corps de la femme sans que ça soit vulgaire en fait. Et je pense que c'est, comme je disais, mes études et aussi de la manière dont j'ai envie que les gens voient le beau et notre travail aussi. Mais comment elles ont été accueillies à l'époque, ces pièces transparentes? On suppose que ça devait un peu choquer, voire un peu désarçonner. Alors, c'est vrai que ma première robe a été une robe en plumes, mais je ne vais jamais l'oublier. Quand je suis revenue, j'ai été invitée à défiler en Guadeloupe avec d'autres créateurs qui étaient déjà de renom. Et quand ils ont vu cette robe avec des plumes, c'est vrai que les gens étaient choqués, oui, mais
ils ont quand même adhéré en fait parce que c'était un autre univers. J'étais plus jeune, je revenais de la métropole, donc c'était le vent frais et qu'on ramène Paris en Guadeloupe. Donc du coup, mais c'était aussi ça. Mais c'est aussi cette robe qui a fait que ma place, je l'ai eue chez moi. Parce qu'à partir de ce moment où j'avais participé à ce défilé, ça s'est fait automatiquement. Eliette Le Superbe avait gagné sa place pour être parmi les créateurs qui existaient à l'époque. On a parlé des plumes. Chanel, l'année dernière, donc en 2024, a présenté un vestiaire en nid de plumes. Cette année, Balenciaga a emboîté le pas. Dans le milieu de la mode, les pièces imaginées par les créateurs afro-caribéens sont-elles avant-gardistes? Mais j'ai envie de dire que nous avons des talents et que rien n'était possible aux créateurs caribéens. Après, c'est quelque chose, c'est l'univers de tout un chacun. Moi, mon univers, j'associe les pièces nobles, les plumes, parce que j'aime beaucoup ça. Et il faut savoir le travailler. Mais après, je pense que c'est l'univers qu'on veut faire passer, le message. Donc, tout est possible pour nous. Vous pensez que les afro-caribéens ouvrent des portes, ouvrent des voies? Mais nous ouvrons des voies. Nous faisons partie du monde et c'est tout à fait normal. Nous ne sommes pas hors personne. Nous avons créé beaucoup de choses, nous avons beaucoup de créativité. C'est simplement de ne pas se limiter et se dire qu'on ne peut pas. Je pense que nos études nous permettent d'acquérir un certain nombre de choses et nous associons notre identité pour qu'il y ait une visibilité de ce qu'on veut faire passer. C'est simplement ça. En parlant de visibilité, dans le calendrier officiel de la Paris Fashion Week, Oui. il y a des créateurs afrodescendants comme Max Sosa, Moussi ou aussi Zulibet qui habille l'artiste martiniquaise Maureen. L'avenir, est-ce que c'est l'intégration dans ces événements nationaux ou des événements où les rendez-vous mode ethnique comme le FIMO 228 vont perdurer selon vous? Alors, je pense qu'il faut avoir les deux. Et comme je disais, les portes ne sont pas fermées. C'est plus compliqué pour nous de pouvoir entrer sur ces lieux hors le FIMO. Le FIMO fait un travail, il permet à un certain nombre de créateurs afrodescendants ou encore d'Afrique de pouvoir fouler les podiums de Paris, de pouvoir défiler, d'avoir une visibilité. Mais quand il y a d'autres créateurs, comme on vient de citer, programmés en haute couture, c'est vrai que c'est un autre monde parce qu'il y a des codes aussi de fabrication. Mais je pense que nous, on tend aussi à travailler là-dessus pour qu'un jour, nous puissions avoir beaucoup d'autres dedans. Il n'y a pas que cela, mais il y a aussi, par exemple, Clarisse Rex, qui fait partie des afros et qui travaille aussi. C'est vrai que c'est pas facile, mais je pense qu'à un moment donné, on sera quand même assez nombreux d'être sur cette plateforme. C'est pas facile. On voit que dans les années qui se sont écoulées, on a parlé de deux afrodescendants. Je parle de Virgil Abloh et Pharrell Williams, qui ont chacun été directeurs artistiques chez Louis Vuitton Homme. Oui. C'est-à-dire que il y a des ouvertures, il y a des opportunités, mais c'est, comme vous venez de dire, c'est vraiment pas facile quand on est afrodescendant de rentrer comme ça dans le monde du luxe. Alors, le monde du luxe, les deux qu'on vient de citer, en fait, ils ont cette opportunité qu'ils ils ont déjà un pied là-dedans. Après, de venir de la base, comme je dis, d'en bas, et arriver là, il est plus compliqué parce que c'est un monde qu'il faut avoir quand même les moyens. Il faut avoir des mécènes derrière les créateurs qui n'ont pas encore percé, qui n'ont pas les moyens financièrement de faire une collection, d'avoir des ateliers, de pouvoir avoir les matières et puis de mettre en place ce pôle d'excellence ou de mettre en place ce travail. De plus en plus de personnalités rentrent dans la mode, même quand ils ne sont pas forcément formés à la mode parce qu'ils ont cette vision aussi, mais il n'est pas... Moi, je ne suis pas contre que ces gens-là soient là quand même, parce que c'est une visibilité pour nous aussi. La Fashion Week est un rendez-vous donc de créateurs. Il y a du stress, de l'angoisse, il y a des concurrents, il y a une concurrence entre créateurs. Oui, on va dire ça. Et pourtant, vous dites, vous adorez ces grands rendez-vous. Alors,
Il y a une concurrence, oui. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Un créateur, s'il a une vision globale et qu'il veut juste faire passer un message ou faire aussi connaître sa marque ou, ou être sur le marché, il n'est pas en compétition. C'est une compétition, on va dire, saine. Bon, c'est pas peut-être convenable que je le dise comme ça parce qu'il n'y a pas de compétition saine, mais j'ai envie de dire que il faut avoir cette vision et être sur ce qu'on veut, en fait. Euh, Si on a décidé, par exemple, j'ai décidé d'être designer, je n'ai pas le temps de regarder à côté. Je sais ce qui existe, je suis en droit de suivre ce qui se passe, mais je suis en droit aussi de créer ce que j'ai envie. D'ailleurs, Et vous défendez votre mode. je défends ma mode, mais je me dis en fait que tout le monde a sa place. Après, c'est un combat parce qu'il y a pas, il faut vraiment y aller et il faut pas avoir peur. Et la concurrence, moi, j'ai cet adage, je me dis, si je suis invitée sur une Fashion Week et il y a de très bons créateurs et je suis dessus, j'ai déjà gagné. Parce qu'en fait, ils vont me tirer vers le haut. Je suis en compétition, oui et non, parce que je veux aussi ma place, mais en même temps, la compétition permet de s'améliorer, d'aller vers un meilleur, de se dire, bon, ok, je suis là, sans faire de plagiat, mais de se dire, je suis là et que moi aussi, j'ai envie que mes designs soient portés dans le monde entier, donc je ferai le nécessaire. Et moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand je suis sur une fashion week avec d'autres qui sont meilleurs, je suis contente parce que je sais qu'ils me tirent vers le haut. Vous avez indiqué récemment que pour sortir du lot, il faut savoir donner un peu de soi. Qu'est-ce que vous nous avez offert de personnel cette année? De personnel, c'est vrai que chaque fois qu'on m'invite sur des Fashion Week, si il faut accompagner, j'accompagne. Si il faut porter ma pierre à l'édifice, quelle que soit de la manière dont on me demande, que ce soit avec les jeunes ou autrement. Par exemple, là, nous étions sur cette autre chose, mais des fois, les Fashion Week ou les défilés où on est dessus, il y a un thème. Par exemple, là, c'était le cancer. Ben, on est amené à manifester ou à être en empathie, à porter aussi un certain nombre de choses. Donc, je pense que personnellement, avec ce que je crée aussi, quand une femme se sent pas confiante, ça permet à cette femme de reprendre confiance et se dire que bon ben voilà quoi, il y a ça aussi. Mais et puis le contact, ce contact qu'on a d'être assez approchable assez facilement sans l'être, ça apporte aussi du réconfort et l'échange avec les autres. Alors, on l'a dit, vous êtes présente sur des podiums de plusieurs continents depuis maintenant une trentaine d'années. Oui. Vous êtes un pilier donc de la création afro-caribéenne, Oui. avec vos pièces à portée haut de gamme, dont on a quelques exemples, et les robes de mariée aussi qui nous entourent. D'ailleurs, abonnez-vous sur les réseaux sociaux parce qu'elle va nous présenter, Eliette Le Super va nous présenter dans le détail certaines de ses pièces. Quand on dit création caribéenne, certains pensent robe créole, tenue traditionnelle, silhouette en madras. D'ailleurs, vous avez eu parfois ce reprochant, on vous dit que vous n'intégrez pas suffisamment ces éléments. C'est vrai qu'on me l'a reproché, mais comme je dis, alors j'ai eu plusieurs fois à avoir des écrits et on disait que, en fait, quand on me voit, quand on voit mon travail, on ne sait pas que je suis caribéenne, mais que quand j'arrive, on voit mes tresses et on me voit, on sait à qui on a affaire. On sait que c'est une caribéenne et que j'œuvre pour ça. Je n'ai pas besoin d'être forcément dans tout ce qui est traditionnel, mais il y a toujours une petite touche, si on voit bien, pour que nous ayons une visibilité. Je crois qu'il y en a qui le font très très bien. Moi, je sais que les robes créoles, je sais en faire. C'est peut-être pas ce que je fais pour la clientèle, mais cette base, je l'ai. Donc après, comme je l'ai dit, hein, c'est aussi aimer ce qu'on fait, la matière que j'utilise, les coupes que j'utilise. Je ne peux pas travailler sur une collection. Je ne veux pas dire que je ne vais pas aimer, mais il faut se sentir à l'aise. Et je travaille de tout, mais mon choix a été ça et voilà quoi. Est-ce qu'il faut voir dans votre manière d'enrouler, d'attacher le tissu,
ce marqueur de la tradition créole? Mais de toute façon, quand on voit Eliette Le Superbe, on sait que la mode est caribéenne parce qu'en fait, en fin de compte, je suis guadeloupéenne, je suis antillaise, je fais partie du monde. Après, comme je dis, ce sont des techniques. C'est comme, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de peintres, mais tous les peintres ne peignent pas de la même manière, avec les mêmes matériaux. Donc, et ça ne fait pas d'eux qui ne soient pas des Antilles ou d'ailleurs. Donc, je pense que nous, on n'a pas eu forcément cette culture mode comme les autres, mais nous avons une mode, nous pouvons être dans tous les pays, on excelle dans tout et on peut utiliser toutes les matières et il ne faut pas qu'on soit forcément bridé parce que le madras et tout, c'est un beau tissu, mais il y en a qui le font très bien. Parmi les créateurs caribéens, justement, avec une forte visibilité, on peut citer, il y a Kevin O'Brien, Oui, Angèle voilà. Gonfier, mais aussi Dominique Virassamy, Aussi. Jean-Marc Benoît, Denis Deval, des podiums dominés par des hommes, Oui. comme à Paris Oui. d'ailleurs. Est-ce qu'une créatrice a davantage de difficultés à s'imposer sur les podiums? Alors, c'est vrai qu'on a toujours pensé que la mode, c'était une histoire d'hommes, parce qu'il y en a beaucoup. Mais comme on sait, il y a eu Coco Chanel, il y en a beaucoup d'autres et qui ont eu des maisons et qu'après, ce sont des hommes qui ont dirigé ces maisons. Après, c'est vrai que nous, les femmes, nous ne sommes pas nombreuses, mais nous sommes là. Et je pense qu'il y en aura encore beaucoup. C'est aussi ça, c'est aussi simple que ça. Après, je ne sais pas, peut-être que avant, on avait l'impression que les hommes pouvaient forcément avaient une vision de la femme et que c'est peut-être pour ça aussi. Mais est-ce que les créatrices n'ont pas leur manière singulière justement de concevoir la mode? Je pense que oui, mais après, je pense que quand on est créatrice, créateur, est-ce que vraiment il y a une différence? Je pense que c'est une histoire d'art et aussi, mais non. Est-ce qu'il y a une différence? Je ne pense pas parce que, comme je viens de le dire, il y a des créatrices qui ont fondé des maisons et qu'à la suite, ce sont des hommes qui ont continué l'œuvre. Donc, nous créons toujours et la suite est là, quoi. Bon, ben, on a hâte de voir davantage de créatrices. Il y en aura, je pense qu'il y en aura. Peut-être que. Vous en connaissez déjà des jeunes créatrices ou des créatrices un peu moins connues, mais que vous pensez qu'elles ont un chemin, une carrière devant elles? Alors, je n'en connais pas vraiment, je ne connais pas de déjà installés, mais pour avoir souvent été dans les écoles de mode, il y avait beaucoup plus de filles que de garçons. Généralement, dans les écoles de mode, on va trouver 2 garçons et une fille, ou pas une fille, mais 2 garçons et plusieurs filles, pardon. Mais après, peut-être que les garçons ont plus... Les garçons qui décident de faire la mode ont une autre vision d'une autre manière. Et peut-être que les filles trouvent que c'est plus compliqué d'aller jusqu'au bout. Elles ont davantage de crainte, De crainte aussi, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on doit travailler la confiance en soi. Je pense. Pour nous, les femmes, les petites filles qui viennent après nous. Et les jeunes filles. Alors, je voulais dire, c'est aussi, la mode, c'est aussi, il faut qu'on ait cette culture chez nous. On ne nous a pas inculqué que la mode, que ce soit la couture, c'est un vrai métier, c'est aussi ça. Il y a une quinzaine d'années, pourtant, il y avait tout un écosystème autour de la mode. Il y avait des défilés annuels comme la Creole Fashion Days, le show mode des créateurs. Oui. Mais c'est vrai que beaucoup de ces rendez-vous ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que c'est pour ça que je reviens à ça. Il y a une culture mode. Moi, quand je vais dans les autres pays, c'est vraiment une industrie. L'industrie de la mode existe. Chez nous, on nous a toujours fait croire qu'être styliste ou être dans des choses artistiques, c'était vraiment des voies de garage. Et alors que ce sont de vrais métiers. La mode, il y a plusieurs secteurs dans la mode. On peut être styliste, on peut être modéliste, on peut être mécanicienne, on peut être... Il y a plein de choses. Donc, je pense que chez nous, on devrait aujourd'hui revenir et enseigner et faire peut-être des séminaires pour dire la mode, c'est un vrai travail. On va revenir sur la question de la transmission dans quelques instants, mais déjà dans les médias, vous avez vu donc en 3 décennies des créateurs apparaître et disparaître. Oui. Comment vous avez résisté à l'épreuve du temps? Oh.
Ben, il faut se renouveler. Je pense il faut continuer à travailler avec l'évolution, à avoir une autre vision, ne pas rester fermé. C'est vrai que mes voyages et être sur d'autres fashion week me permettent aussi de voir ce qui se fait. C'est s'impliquer aussi quand on va sur une fashion week. Moi, pour ma part, hein, je ne fais pas que défiler. Moi, quand je vais sur une fashion week, je veux tout voir. Ça veut dire que je vais descendre dans la rue, je vais aller dans les usines, je vais aller dans les écoles et je vais essayer de comprendre en fait. Je vais discuter et ça me permet moi de continuer d'être là avec le temps, mais c'est aussi un cheminement et c'est un travail qu'on aime. Donc, quand ça évolue, on évolue avec. Vous avez quand même eu des périodes de remise en question, des moments de Toujours, doute? toujours. On a toujours des moments de doute. Qui n'a pas eu de doute, qui s'est pas remise en question, qui n'a pas eu de page blanche. Je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait normal parce qu'à un moment de sa vie où on fait un métier, il y a des temps d'engouement, il y a des temps de réflexion, il y a des temps où on se remet en question, voir si vraiment on va dans la même direction du départ parce qu'on prend de l'âge. Et il faut se remettre en question aussi, et c'est normal. Mais y a-t-il eu un moment particulier, un événement particulier qui aurait pu mettre un terme à votre carrière de créatrice? Euh, non, pas vraiment. Il y a eu des moments de doute parce que c'est vrai que je suis dans un secteur où c'est compliqué. J'ai choisi d'être en Guadeloupe alors que j'aurais pu être basée ailleurs. Donc, quelquefois, ça n'a pas été facile. J'ai bien réfléchi. Après, il y a eu aussi tous les mouvements. Il y a eu aussi l'épidémie. Donc, on se pose la question comment on fait, comment on relance, comment il faut, se renouveler, comment faire survivre l'entreprise et comment vivre aussi, parce que je suis chef d'entreprise et ben, il y a les factures, il y a plein de choses. Et se poser, mais ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on le fait. Et ça redonne goût, on retrouve une solution, on trouve une solution toujours. On entend, c'est votre passion qui vous anime, une Oui, passion oui, qui remonte à l'enfance. Vous êtes née à Pointe-à-Pitre, oui, la dernière d'une fratrie de c'est 5 ça. enfants, et votre maman cousait les vêtements de la famille. Maman, comme toutes les mères antillaises, puisqu'on sait qu'aux Antilles, toutes les mamans savent coudre en général. Et c'est vrai que j'ai vu maman nous confectionner des choses. Est-ce que vous vous rappelez de votre première pièce à vous? Vous avez confectionné. Quand j'étais ma première pièce, en fait, quand je suis pas en études, j'avais fait Non, mais enfant, en- est-ce que vous avez le droit de toucher déjà la machine à coudre ou pas du tout? Non, non, pas du tout, pas avec maman. Et non, j'avais pas le droit, mais je dessinais, je découpais. J'avais quand même des Les doigts, des catalogues? ciseaux. C'est Je drôle, pouvais ciseaux. Oui, oui, les petits ciseaux, je pouvais. Je pouvais récupérer les chutes, enfin des chutes, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais je pouvais au moins faire semblant, parce qu'il n'était pas question d'aller sur la Et machine. vous conserviez comme ça ce que vous avez pu découper En ou en fait ça partait après? Ça partait après, mais c'est clair que, étant la dernière, j'étais une enfant qui j'avais pas beaucoup d'amis, surtout que ben, les autres ont quand même plus de 5 ans de différence. Ma sœur, elle a 9 ans de différence. Donc, du coup, à chaque fois, on me disait, sors de là, sors de là et tout. Mais vous reveniez Je toujours le lendemain. revenais et puis finalement, mais comme je trouvais toujours à m'occuper, en fait. Vous étiez encore dans une phase de découverte, c'est ça? On va dire ça comme ça, parce que dans les années 80, oui. Mais une découverte passionnée quand même. Oui, j'étais encore je découpe les. Votre passion pour la mode ne vous a pas empêché d'être une bonne élève. Oui. C'est déjà sérieuse et rigoureuse. Oui, 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 oui. Mais il faut dire que j'étais Vous obligée. étiez de la chouchou des profs? J'étais pas forcément la chouchou, j'étais la chouchou d'une seule. Elle était. C'est bien, vous reconnaissez. Oui, Vous oui, avez oui, l'honnêteté de reconnaître. mais c'est vrai que j'étais une bonne élève parce qu'en fait, mon éducation était que fallait être une bonne élève.
La maman veillait à ce que Alors, le devoir soit fait. Pas maman, mais j'ai, comme beaucoup, souvent, c'est le grand frère qui veille au grain et qui est plus sévère que maman. Donc, on est obligé de faire les devoirs, on est obligé, et c'est le grand frère qui va au conseil de classe. C'est, un 10, c'est pas une note, 12, c'est pas une note, 14, c'est déjà bien. J'espère que les jeunes élèves qui regarderont cette émission écoutent bien. Oui, c'était ça. Et donc, c'était un peu ça. Mais il a bien fait le job. Il a quand même, ouais, mon grand frère, il a. La mode qui ne vous quitte pas à 14 ans. Ouais. Vous êtes au lycée professionnel de Bambrich. J'intègre, oui. Puis, que vous réussissez donc votre cursus. Puis, départ à Paris, Oui. où vous êtes formé à l'ESMOD, donc Oui. l'École supérieure des arts et techniques de la mode. Vous êtes intégré dans les équipes de grands créateurs. Vous qui veniez de la Guadeloupe, vous veniez d'un milieu modeste. Oui. Comment vous avez réussi à décrocher vos stages ou vos contrats? Dans un premier temps, quand j'ai été en Guadeloupe, en fait, quand j'ai fait mes études ici, il était question que je sois prof, puisque mon professeur, qui est certainement déjà décédé, Madame Bicep, voulait absolument que je sois prof, que je revienne à Bainbridge, que j'enseigne. Et donc, le but, c'était ça. Et le grand hasard ou malheur, je ne sais pas, mon dossier n'a pas été retenu à Troyes, puisque le dossier, il semblerait, ils n'ont pas retrouvé. Donc, il a fallu effectivement faire une école privée. Et, donc là, vous vous retrouvez voilà, à ESMOD. Je me retrouve à ESMOD. Je passe, pour rentrer de toute façon dans ces écoles-là, n'ayant pas forcément le bac et tout, je suis obligée de passer un concours. Que ça soit à ESMOD, que ça soit au Greta de la mode, c'était un niveau BP. J'étais obligée de passer le concours que j'ai eu. J'ai passé le test, mais entre-temps, je n'avais pas eu de place tout de suite. Donc, j'ai travaillé dans une société de comptabilité. D'ailleurs, je me suis beaucoup ennuyée. Mais ça vous sert certainement aujourd'hui. Oui. Et, sert. Oui, exactement. Toutes les expériences servent. Et en fait, j'ai pu, effectivement, quand je suis partie, quand mon courrier est arrivé, j'ai montré le courrier, j'ai pu avoir justement, j'ai pu payer mes études parce qu'on m'a on m'a fait comme un licenciement en fait, et j'ai eu des indemnités, tout ça, et j'ai pu payer mes études à ESMOD et au Greta. Et par la suite, j'ai aussi fait une formation de costumière. Au Greta, c'était modéliste. À ESMOD, il fallait travailler. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes là. Si vous voulez travailler, vous travaillez. Si vous ne voulez pas, voilà. En fait, il fallait être autonome, j'ai envie de dire. Il y a eu cette opportunité professionnelle chez Bernard Péris, pardon, oui, un créateur avant-gardiste qui, après un passage chez Dior, a lancé sa propre maison. Un créateur adepte des silhouettes sophistiquées et chic. Oui. Finalement, il a été un modèle pour vous. Je pense que oui. Alors, cette histoire, Bernard Péris, je ne devais pas être chez lui, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on nous demandait de faire 2-3 mois de stage chaque année. Ma première année, je l'ai faite chez Dédicace, c'était du prêt-à-porter de luxe. Et je me suis retrouvée face à quelqu'un, la modéliste, qui, la première année, c'était bien. La deuxième année, ils m'ont demandé de revenir. Donc, du coup, je suis revenue, sauf qu'elle partait à la retraite et on avait besoin d'une modéliste. Et donc, le patron m'a demandé de la remplacer et lui a demandé de me former et je serais en alternance. Et à partir du moment où ce mot était sorti, j'étais devenue son ennemie, en fait. Et donc, elle m'a rappelé que ma peau était noire. Elle m'a rappelé que je n'avais pas ma place. Elle m'a rappelé qu'en fait, je ne serais personne. Elle me l'a dit. Donc, en tant que... C'est très dur ce que vous Oui, racontez. Je le dis. C'est très, très dur. Elle m'a rappelé... vivre une jeune femme comme ça à Paris, loin de sa famille. Voilà, elle m'a rappelé tout ça. Mais moi, je me suis rappelé pourquoi j'étais là, en fait. Et en fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà été confrontée au racisme et que j'étais blindée, que ça ne me faisait rien.
et que je savais ce que j'étais venue faire et que à partir du moment où elle me provoquerait, je réagirais et j'ai réagi. Peut-être que j'ai réagi sur le coup parce qu'elle a voulu, la claque a failli partir. J'ai répondu que je ne vais pas prendre cette claque et je suis partie. Je suis partie, c'était un vendredi. Et heureusement que j'étais la meilleure élève. Quand je suis revenue au Grita, ça s'est passé aux périodes du Grita, j'avais quelqu'un qui était, ma conseillère était une dame de, je crois elle était de Mayotte, je crois. Elle m'a demandé ce qui s'était passé, je lui explique. Et elle me dit, si ça t'arrive à toi, c'est qu'il y a une raison. T'es pas quelqu'un comme ça, donc je te trouve un stage. Le lundi, j'étais chez Bernard Péris. Et vous êtes restée assez Et longtemps pour apprendre beaucoup à ses côtés. Je suis restée en formation. Je n'ai pas été employée, mais je suis restée en formation. Et ce qui me faisait toujours rire quand j'étais là-bas, j'étais en bureau de style. Je n'ai jamais été derrière la machine. J'ai toujours été dans des bureaux de style. J'ai toujours été dans la programmation de fabriquer, de monter les collections. Et ce qui me faisait rire, la première fois que je suis arrivée, j'ai vu, parce que c'était sur 3 étages, donc ils avaient la boutique en bas, nous on était au milieu, il y avait la broderie en haut. Et puis je vois une jeune personne qui arrive, mais très bien lookée et tout. J'ai toujours cru que c'était Bernard Péris. Et puis, je n'ai pas posé de questions. Le lendemain, je vois un bel homme élancé, des baskets, son t-shirt, son petit t-shirt très près du corps, le petit jean très stylé. Il arrive. Et puis, on me dit, mais c'est lui, Bernard Péris. C'est pas l'autre de... Non, c'était celui qui était dans la boutique, mais lui, c'est Bernard Péris. Et là, je me suis dit, il faut être et pas paraître. Parce qu'en fait, il avait tout. Mais voilà, c'est pour ça que singulièrement, on voit les créateurs très light, très décontractés, parce qu'on est très à l'aise pour travailler. Et puis, c'est le travail, c'est notre passion qui prend le dessus sur le paraître, en fait. Mais en fait, c'est ça. On a quand même la chance aujourd'hui de vous avoir avec nous, avec cette très belle robe. Quand même. Merci. Vous avez fait l'effort de paraître, mais on sait que vous êtes. Oui, mais c'est du Eliott Le Superbe que je porte et je ne pouvais pas être en interview sans avoir une pièce Eliott Le Superbe. Nous en sommes très heureux. En tout cas, ce que vous nous racontez, c'est que vous avez dû surmonter de nombreuses difficultés et ce, dès le début, dès vos premières années de formation. En 1994, vous avez 24 ans, vous revenez vivre aux Antilles. Et la nouvelle difficulté, parce que vous commencez à travailler dans un garage. Alors, c'est vrai qu'en 1994, je n'étais pas revenue pour rester. En fait, j'étais venue en vacances. Et donc, j'ai quelques personnes qui savaient que j'étais là, qui voulaient que je travaille pour eux et tout. Et donc, ma valise était posée dans un coin, en fait. Parce que je devais partir. J'étais venue juste pour 2 mois. Et j'ai eu à rencontrer un créateur à l'époque et qui m'a demandé, qui a vu mon travail, qui m'a demandé qu'est-ce que je faisais et tout, qui m'a dit qu'il y avait un syndicat avec qui j'ai quand même eu l'occasion de travailler sur des pièces, travailler pour lui. Et après, le temps faisant, chemin faisant, je suis restée. Vous êtes créé votre chemin. Voilà, il y avait une pièce qui était libre, qui n'était pas dans la maison, mais qui était juste en bas. Et je me suis dit, pourquoi pas. Le garage. Tout en me disant que de toute façon, je repars, mais je ne suis pas là pour longtemps. C'est juste, voilà. Et près de 30 ans plus tard, vous êtes là. Je suis là. Et vous êtes sortie du garage, par contre. Oui, je suis sortie du garage. Mais j'y tiens parce qu'en fait, le garage est devenu l'atelier. Qui est quand même ce n'était plus un garage, c'était vide. Et on commençait à faire le garage, mais en fait, ils n'avaient pas terminé. Donc, moi, j'ai tout de suite réaménagé en atelier et tout. Mais je suis là 30 ans après, mais il y a eu du cheminement aussi. Et je suis ailleurs aussi. Il y a justement, en parlant de cheminement de 30 ans, il y a cet objet qui ne vous quitte plus depuis quelques années. Oui. Cet objet que vous portez autour du cou, votre pendentif. Oui, mon pendentif. Alors dites-nous, c'est votre logo aussi? Oui, c'est mon logo. Dites-nous pourquoi vous portez maintenant votre logo autour du cou.
Mais qui mieux que moi ne peut porter ma marque? Ce logo. Alors, pour tout vous dire, en fait, il y a quelques années, j'ai 30 ans de carrière, mais j'ai quand même, ma marque ne date pas de 30 ans. C'est vrai que pour avoir une visibilité, il y a des choses à mettre en place. Et à partir du moment, ma première sortie fut la Jamaïque, je n'avais pas encore le logo. C'était pensé parce que même en études, on nous avait déjà demandé de faire notre marque, sauf que ce n'était pas cette marque-là que j'avais, ce n'était pas ce dessin que j'avais. Et Vous aviez une autre marque c'est vrai qu'en études, on vous demande de faire ce cheminement, de faire ce dossier, de créer votre entreprise. Vous aviez choisi quoi? Ça restait toujours la femme, mais je n'avais pas intégré les initiales. D'accord. Je n'avais pas intégré les initiales, ce n'était que des ébauches et ce n'était pas affirmé en fait. Mais c'est au fil du temps, quand j'ai commencé à faire les podiums, je savais exactement ce que ça représentait pour moi et ce qu'il fallait, comment la marque devait être. Elle devait être sobre, elle devait définir ma personne, elle devait définir la femme, mon travail et mon nom. Donc, quand en 2012, il fallait que je sois à Paris, il fallait avoir quelque chose qui représente, quand on voit, on sait que c'est Eliette Le Superbe. D'où on a créé cette marque. Et donc, ma marque, c'est mon nom, le E d'Eliette, le L de Le Superbe. Sur les côtés, on a le corps de la femme, sur le côté. On a le chat de l'aiguille ici, qui représente mon métier. Et pourquoi vous avez décidé de le porter? Parce que vous pourriez le mettre sur vos documents officiels, vos documents, mais pas forcément le porter autour de vous. Je le porte parce que c'est moi, parce que je suis fière, parce que même quand La mode, c'est vous, vous êtes la mode. Oui, parce que même quand je porte quelque chose d'autre, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit mienne. Et c'est ma marque, c'est moi, c'est mon identité, que je porte la marque en argent, je l'ai en or, je l'ai au droit. Vous avez aussi, oui, je l'ai. Ah, j'en fais pas remarquer. Voilà, vous avez aussi la bague. J'ai la bague, j'ai les boucles. Voilà, et il y a d'autres qui ont aussi la marque. Il y a d'autres personnes qui ont voulu porter ce pendentif et qui le portent. Mais c'est mon Donc là, on découvre qu'il y a les accessoires Eliette Le Superbe. Oui, il y a des accessoires Eliette Le Superbe. Et donc les bijoux Eliette Le Superbe. Oui. Il y a ça peut intéresser. Il y a des bijoux, il y aura certainement autre chose. On travaille sur tout ce qui est sac. Mais voilà quoi. Mais non. Je pense que quand on porte d'autres marques, pourquoi pas être fier de porter sa marque? Et moi, j'en suis fière. Voilà. Cela se voit. Oui. En matière d'habillement, pratiquement tout a été fait. Oui. Alors comment trouve-t-on l'inspiration pour continuer de créer? Je ne saurais vraiment le dire, mais en tout cas, on trouve l'inspiration. Mais après, je pense qu'autour de nous, beaucoup de choses nous inspirent et on n'a pas, tout évolue. Donc, quand on croit qu'il n'y a plus de tissu comme ça, on a autre chose. La nature nous donne d'autres révélations. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à créer. Donc, les inspirations viennent automatiquement avec notre vie, avec nos épreuves. C'est aussi des messages qu'on fait passer. L'inspiration vient avec la rage, la colère, avec le sourire, avec même les émotions joies, négatives peuvent être source d'inspiration. Oui. On peut en tirer du bon dans quelque chose de négatif. Et vivre en Guadeloupe fait partie de ce processus créatif. Oui, vivre en Guadeloupe, c'est important. Je crois que tout créateur a envie de se ressourcer chez soi, même quand on est ailleurs. Moi, j'ai fait ce choix parce que j'estime, comme beaucoup d'autres, qu'on ne peut pas démunir son pays de tout. On est né quelque part et on se doit de ramener de la richesse chez soi quand on va ailleurs, même si on est dans le monde. Mais pour moi, c'est important de revenir en Guadeloupe. C'est vrai que il aurait été plus facile pour moi d'être certainement basée ailleurs, parce qu'à chaque fois, je suis obligée de rentrer à Paris si je suis invitée ailleurs pour ma prise en charge ou autre.
Mais je ne Il y a aussi la regrette question pas. des approvisionnements, vos Oui, tissus, aussi. les matières Voilà. que vous utilisez. Voilà. Après, moi, je n'ai pas de... Je m'approvisionne à Paris, mais dans d'autres pays aussi. Quand je voyage, je prends des choses. Et puis après, je m'accommode, je fabrique, je rebrode, je fais des choses. Vous êtes toujours à la recherche d'investisseurs. Toujours. Toujours. Quel impact les difficultés de financement ont-elles eu sur votre parcours? Avez-vous dû, par exemple, renoncer à une collection parce que trop cher, parce que vous ne pouviez pas la Ça financer arrive. vous-même? Ça arrive souvent que on peut toujours faire plus quand on a plus. Euh, Vous parliez de mécènes tout à Oui, l'heure, oui, qu'un je créateur a pense besoin de de mécènes mécène aussi. parce que c'est vrai que créateur qui est très créatif, il y a des choses qui va créer, qui ne va pas pouvoir vendre et que c'est de là, on va dire ça comme ça, c'est passer des messages et je crois qu'on a toujours besoin de financement pour l'évolution de son entreprise, même si c'est une passion, mais on ne peut pas grandir si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de finances pour aller là où on veut aller et laisser aussi des choses et construire des choses. Donc, ben oui, je suis à la recherche de mécènes, je suis à la recherche de personnes qui croient en mon travail et qui aiment mon travail. C'est aussi ça. Parce que si on n'aime pas ce qu'on fait, je pense qu'on ne va pas grandir et on ne se donne pas les moyens. Avec le budget dont vous disposez actuellement, est-ce que vous pouvez continuer à faire des expérimentations comme celle où vous avez associé la peau de cabri avec la soie? J'avoue que des fois, on dépense ce qu'on n'a pas. On ne, En tant que chef d'entreprise, je ne suis pas censée dire ça parce qu'il faut avoir vraiment, il faut vraiment, Des comptes solides. voilà. Mais si on compte tout ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas, on ne fera rien. Je pense que Et on ne se fera pas remarquer parce que voilà. cette association avait tapé dans l'œil de Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, oui. C'est vrai que c'était tout au début parce que c'est aussi tout ce qui est culturel. Quand on me dit que je n'associe pas ce que je fais à la culture, j'ai envie de dire que quand je prends en peau de cabri ou je prends des choses très de chez nous, quand je travaille avec un peintre qui est de chez nous, peut-être que je ne suis pas dans le folklore, mais en tout cas, je sais que c'est important pour nous, ces matières. On sait ce que ça représente, tout ce qui est peau de cabri, ça revient à tout ce qui est culturel, tout ce qui est goka, tout ce qui est... Donc, moi, je suis dedans. Je ne suis peut-être pas comme les autres, je ne fonctionne pas comme les autres, mais en tout cas, pour moi, c'est important. Vous avez votre singularité. Oui. Et la transmission est aussi important pour vous, on l'a dit tout à l'heure. Et ce, depuis de nombreuses années, vous accompagnez des designers et de tout âge, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Oui. J'accompagne les designers, j'accompagne les jeunes. J'ai eu l'occasion de faire des ateliers de 3-14 ans pour inculquer l'art, faire un mélange art-peinture, tissu, l'éveil des petits. Ensuite, j'ai eu l'occasion de corriger les bacs pro dans le lycée où j'ai fait mes études et c'est toujours très gratifiant. Après, même dans d'autres pays où on me demande d'être présidente de jury ou d'être sur un séminaire, de parler de mon parcours ou de parler comme à Cuba, de faire l'état des lieux de la mode parce qu'on est dans la Caraïbe, où on nous invite 4-5 de chaque département. Je dis toujours oui parce que j'apporte, mais je reçois aussi. D'ailleurs, vous avez rappelé, il y a un bac pro ici en Guadeloupe, oui. Métier de la mode, il y a aussi des CAP. Oui. Et pourtant, vous portez un projet d'école de mode. Alors, le projet d'école de mode, en fait... Alors, c'est parce qu'on en a beaucoup discuté, on se posait la question, qu'est-ce qui manquait? On sait qu'il y a beaucoup de nos enfants qui partent, mais ce n'est pas forcément une école de mode parce que ce qui se passe, c'est que même quand les élèves, il y a un lycée professionnel, ils ont besoin de toucher la matière. Et l'idée, ce n'est pas forcément, mais c'est entre les deux. C'est de porter ce qui va manquer en plus à ce qu'ils vont apprendre. En plus de ce qui existe voilà, déjà, qui existe déjà. C'est pas court-circuité ou c'est pas
porter, mais c'est peut-être porter un vent nouveau comme je vois ailleurs, où c'est un plus qu'on apporte parce que nous, moi j'ai déjà fait l'expérience, je suis à l'extérieur, je suis chef d'entreprise, et que quand un élève sort de l'école, il n'est pas forcément prêt à intégrer voilà, une entreprise. Et après, il y a toutes sortes de petites mains autour. Moi, je vois quand un élève qui est en stylisme à Paris m'envoie un CV et me dit « Madame le Superbe, est-ce que je peux venir en formation chez vous? Parce que j'aime ce que vous faites, vous brodez, vous faites ci. Moi, je suis de la Guadeloupe et en fait, j'aurais aimé le faire ici. » Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on a pensé, que j'ai pensé par rapport aux difficultés, par rapport à ce que j'entends, par rapport à ce qu'on me dit. Et je me dis que mais finalement, il faut quelque chose de complémentaire à ce qui existe et non pas quelque chose qui va venir pour circuiter. Donc, ce sera un espace qui permettrait oui, ce les sera échanges. Quelque chose, voilà. Ce sera quelque chose d'excellent. Vous êtes en train de travailler dessus. Ce sera quelque chose d'excellent. C'est vrai que ça prend beaucoup d'années parce que ça fait un moment que je le dis. Je suis sur des plateformes extérieures, donc ça veut dire que je vois comment mes compatriotes ailleurs, que ça soit quand j'étais à Dakar, que ça soit sur Lomé, comment ils fonctionnent quand ils ont des boutiques, quand ils ont des jeunes et tout, comment ils fabriquent. Ça me permet d'avoir cette expérience et de voir comment chez nous on peut potentiellement mettre quelque chose en place de complémentaire. Je dis complémentaire et d'excellence, c'est juste ça. Et vous avez trouvé déjà les investisseurs? Je n'ai pas trouvé les investisseurs. À chaque fois je le dis, c'est pour que, au moins que ça tombe dans une bonne oreille. Oui, voilà, aussi. Parce que même quand on a envie de faire des choses, des fois on garde. Des fois on se dit, je vais garder parce que les gens vont faire. L'idée, c'est de dire, j'ai appris qu'il faut aussi lancer les choses pour que ça ait un déclic. Donc, je l'ai fait. Après, jusqu'ici, personne n'a tiqué, mais ça se fera de toute façon. Nous avions une invitée il y a quelques mois, Madame Simone Schwarzbart, qui nous parlait justement de toujours garder cet espoir. Donc, nous constatons que... l'espoir, heureusement qu'on peut garder l'espoir et ça fait vivre. Et ce n'est pas l'adage, mais c'est une vérité. Dans les moments compliqués, dans les moments difficiles, et des fois, même quand on pense que tout est terminé, il y a toujours une petite lueur qui arrive, il y a toujours une personne, il y a toujours quelque chose qui va vous faire tilt, et vous dites « Ah, c'est ça !» Et puis ça vous permet de repartir. Nous arrivons dans la dernière partie de cette émission, appelée « Sur le divan mode ». Je vais vous poser 10 questions. Il faudra répondre en 50 secondes, donc des réponses courtes. Bon, j'espère que je vais pouvoir. Vous allez y arriver. Vous avez vu bien pire. Hein? Oui. Les questions. On vient de l'entendre, vous avez connu bien pire. Oui. Alors, première question. Oui. Vous êtes plutôt Ella Fitzgerald ou Myriam Makeba? Les deux. Oui, c'est ça, en fait, c'est difficile. Je vois que vous avez vraiment du mal à choisir. Alors, je viens à votre secours. Oui, on va dire les deux. Oui. La première, oui. La deuxième aussi. Oui, les deux. On vous sent pensive, là. C'est le message, c'est la personnalité de ces chanteuses qui vous parle particulièrement. Myriam Makeba, c'est vrai qu'elle a beaucoup pour l'Afrique. Voilà. De l'autre côté... aussi, mais quand on met les deux, ce sont deux forces différentes. Voilà. Et c'est le jazz aussi. Oui, c'est le jazz et c'est pour cela que j'ai tiqué parce que j'aime la musique et ça m'accompagne dans mon travail et parce que j'écoute aussi, c'est pour cela. Et en même temps, Myriam Makeba à côté, c'est des combats et aussi la musique, mais de l'autre côté, j'aime bien allier les deux et c'est ce que je fais des fois. Donc c'est pour ça qu'il m'est difficile de répondre. Vous mettez la musique quand vous créez? Quand je crée, mais pas quand je crée, simplement quand je crée. Donc la musique, c'est tout le temps? C'est tout le temps, c'est dans des moments difficiles, ça me porte, ça me calme. Quand je crée, dans les moments de spiritualité et quand aussi je suis des fois sur des défilés, quand je suis à part, j'écoute de la musique. Très bien. Donc, avant le défilé, avant que les mannequins... Pas forcément, mais peut-être quand on fait le filage, parce qu'en fait, il faut faire sa bande-son. Et moi, quand je crée, il faut absolument que... des fois, j'ai la musique, je sais que c'est cette musique et je peux écouter 10 000 musiques, ce ne sera pas la bonne. Des fois, quand je crée, il faut que je trouve la bonne musique, en fait. Donc, tout le temps, j'écoute et voilà.
On entend que c'est vraiment très important dans votre C'est processus, important, en ça. tout cas. Je pense que ça m'a aussi sauvé la vie. Pas sauvé la vie, mais calmé dans des situations où j'aurais... pour ne pas réagir. Vos réponses étaient très intéressantes, donc j'ai moi-même pas respecté la règle des 50 Oui, secondes. c'est vrai. Donc on va essayer quand Oui, même on va maintenant pour les essayer, autres oui, questions j'avais de la joué le respecter. jeu. Deuxième question, quelle est la dernière exposition que vous avez découverte? Alors, c'était à Paris, il y a peu de temps, mais je ne saurais dire le nom. Parce qu'en fait, moi, je me promène dans Paris et j'ai vu, alors j'étais du côté du Marais et il y avait une exposition, je suis rentrée dedans. Je suis rentrée, c'était du papier, c'était de gros volumes dans une cour et je me suis incrustée dedans. Et ça vous a plu? Ça m'a plu. Voilà, donc vous avez des goûts éclectiques aussi. Oui, ça m'a plu. Troisième question. Avez-vous réussi à conquérir le marché américain? On rappelle qu'en 2018, vous aviez reçu un prix d'excellence Oui, lors du Caribbean Style and Culture Award, c'est ça. qui récompense donc les designers de la Caraïbe. Alors, est-ce que ça vous a ouvert des portes sur le marché américain? Pas vraiment, mais j'ai eu l'occasion quand même de créer pour la femme d'un acteur qui était venu ici, qui vit aux États-Unis. Et en étant en Guadeloupe, je lui ai envoyé cette robe qui a fait sensation. Après, c'est vrai que j'ai fait quand même... Je suis allée à Washington, j'ai fait un défilé à New York aussi. J'ai eu une déparution dans des magazines à New York, mais c'est un marché que j'aimerais conquérir quand même. Donc là, ça fait partie des Ouais, des objectifs, objectifs. de la suite, Oui, ouais. qu'on va suivre avec attention. Oui. Lors de la Fashion Week de Paris, un mannequin a relancé les débats sur l'absence de diversité dans les morphologies sur les podiums. Oui, Emeline Noireau, oui. originaire de l'île de la Réunion, qui a défilé pour Givenchy, Oui. notamment. Quel regard portez-vous sur l'effacement progressif à nouveau des tailles mid-size ou grande taille par les maisons de luxe? Ouh. C'est une question un peu... Alors, je sais que c'est... Je pense qu'à un moment donné, c'était comme une tendance. Et puis, la mode est revenue à ce qu'on fait, qu'on nous apprend à l'école. Je pense que c'est peut-être un peu pour ça, mais je pense qu'au départ, c'était une tendance. Il fallait vraiment faire entrer les grandes tailles et tout. Mais je pense que c'était ça. Après, peut-être aussi... Donc la tendance est complètement terminée selon vous? C'est pas terminé parce que ça a toujours existé. Il y en a qui vont le faire, qui continuent à le faire, puisque de toute façon, vu comment Les nous femmes sont mangeons, différentes. voilà, les femmes sont différentes. Je crois que simplement, à un moment donné, le luxe est rentré dedans et ils sont revenus au basique parce que ça permet peut-être de faire des choses moins portables ou de s'extérioriser ou l'imagination est plus... C'est mieux, mais pour les grandes tailles, il y a des maisons qui font toujours des grandes tailles, ils ont toujours fait des grandes tailles et il y a des mannequins elles sont magnifiques en grande taille. Vous-même, vous faites du sur-mesure, donc de toute façon, on sait que quelle que soit sa morphologie, on va trouver... Mais j'ai toujours fait des grandes tailles. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai une cliente, elle fait une grande taille. Moi, j'adore travailler pour elle parce que j'aime sa morphologie. Elle est bien proportionnée, elle a une taille, et moi, j'adore parce qu'en fait, quand elle porte un vêtement, elle est tellement fière. Elle ne dit à personne ce que je vais dire, non, on ne dira mais personne. des fois, elle porte mieux qu'une petite taille, quoi. Mais on ne dira personne. Voilà. Quels sont les designers qu'il faut suivre? À part, après, Eliette Superbe, bien sûr. Il y a des designers que j'aime bien. Ils ne font peut-être pas les mêmes choses que moi, mais que j'apprécie. J'aime beaucoup leur travail. Que ça soit un homme, j'ai découvert... si je parle d'hommes, il y a Fauvet Nacto, il y a Jacques Logo que j'ai découvert, ça c'est Du Togo. Du Togo que j'ai découvert aussi son travail que j'aime beaucoup en prêt-à-porter parce qu'il fait de l'homme aussi. Il y a Zakometti qui est un autre créateur homme. Il y a Elmer Joseph qui est du Canada, c'est aussi des gens de notre bassin qui Originaire d'Haïti. d'Haïti comme
comme aussi Zakometti, c'est différent. Et elle met rien en haute couture. Après, chez nous, j'aime bien ce que fait Daniel Garriga. J'ai d'autres créateurs que j'aime bien aussi, mais on excelle quand même. Prochaine question. Oui. Quel est votre dessin animé préféré? Parce qu'il faut rappeler que vous aimiez beaucoup Oh là les là. dessins animés quand vous étiez jeune. Oui, je suis toujours adepte de dessins animés. Encore aujourd'hui, vous en regardez? Oui, je regarde des dessins animés Très parce que bien. je trouve que il n'y a pas d'âge déjà pour regarder des dessins animés. Je ne suis pas la seule. Je ne juge Je pas. ne cherche pas de... Je ne suis pas dans le jugement. Mais ce qui est bien quand on regarde un dessin animé, il n'y a pas de limite, tout est possible. Et c'est ce qui est intéressant. Et ça parce nourrit votre créativité. Oui, ça nourrit ma on l'entend. créativité, mais aussi, il n'y a pas de frontières comme pour nous les créateurs. Donc, c'est vrai que quand je suis fatiguée, quand je veux me relaxer, je peux regarder un dessin animé. Comme quoi, vous n'avez pas donné de nom encore. Ben, je regarde toutes sortes de dessins animés. Donnez-nous des noms. Faites des noms. Alors, vous allez rire. Il y a un truc que je regardais, c'est les zinzins de l'espace. Je connais. Qui a une histoire et on peut penser que, mais j'aime bien. Je vais regarder à nouveau. Parce que j'ai ça raté fait, l'histoire. Voilà, mais après, il y a beaucoup d'autres dessins animés, mais ça dépend de mes moments, en fait. Ça peut être très calme. La Reine des Neiges, je regarde, mais voilà, j'aime les dessins animés, oui. C'est relaxant. Est-ce que vous avez gardé votre âme d'enfant aussi? Je pense que oui. Je pense que oui, et il le faut. Il le faut, je pense que tout un chacun devrait. Ça nous permet dans ce monde de se dire, OK, puis on a des enfants aussi, nous avons des enfants, il faut garder l'âme d'enfant pour aussi leur permettre d'être des enfants à l'âge où ils devraient l'être. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Ah oui, alors le dernier livre que j'ai lu, c'était pendant les vacances. Ben, j'ai pas trop le temps, mais ça me tenait à cœur. C'est une nouvelle éditrice, elle est d'Haïti. En fait, j'étais curieuse quand j'ai lu ce livre. C'était Le mariage n'est pas une finalité, quelque chose comme ça, n'est pas... voilà. Et elle a décrit ce livre en plusieurs plans. Le plan A, le plan B, le plan... Et en fait, elle disait que dans leur société en Haïti, quand tu n'es pas marié à un certain âge, c'est comme si tu disparaissais. Tu disparaissais. Et elle disait qu'en fait, être mariée n'est pas une finalité, qu'on peut, nous femmes, tout faire et se prendre en charge et être quelqu'un sans pour cela avoir quelqu'un... qui va nous faire devenir, devenir cette personne et on peut faire de grandes choses. Et c'est ce livre que j'ai lu. Bon, je l'ai lu quand même. Un beau message d'émancipation personnelle. Voilà, et c'est un livre qui vous permet d'avoir la confiance en soi. Voilà. C'est ce que j'ai lu comme livre. Dernière question alors. Oui. À quoi ressemblera la femme Le Superbe dans 10 ans? J'espère que je serai encore dynamique, je ferai beaucoup de créativité, que mes projets vont être déjà bien posés et continuer à faire ce que j'aime faire le mieux et profiter aussi de ma famille et de mes... Voilà. Et tout ça, on le verra dans vos créations? Et dans mes créations, naturellement. Merci d'avoir répondu aux questions de Diva Indigo, de vous être confié avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette émission. À bientôt pour un nouvel invité.